Les Sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les Sages. Vous savez, ce sont ceux qui, d'un conseil bienveillant, peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur et de la réalité. Et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre, dans un format inédit et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de casser la carapace. Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leadeuses qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders, et nous allons à leur rencontre. Bon voyage avec les Sages. La vie est parfois faite de rencontres improbables. Entrepreneur depuis 12 ans, je recrée mes projets en ce moment même et je travaille dans un café-restaurant à Saint-Ouen-sur-Seine. Alors concentré sur mon ordinateur, je vois un monsieur rentrer dont le visage ne m'est pas anodin. C'est François Hollande, l'ancien président de la République française. Je ne le connais pas, mais ni une ni deux, je prends mon culot à deux mains et je vais lui parler avec l'accord de ses gardes du corps. Je lui explique que pour moi la politique est aussi de l'entrepreneuriat et qu'à ce titre, j'aimerais avoir la chance de l'interroger. Il écrit alors son mail perso sur sa carte de visite. Rendez-vous pris quelques semaines plus tard. Je vais interroger l'homme, pas le politique. François Hollande est un président qui a été unanimement salué pour son humanité en tant qu'homme, et c'est pour ça que j'avais envie de l'interviewer. De mieux comprendre ce qui se cache derrière la fonction suprême et les événements marquants de son quinquennat. Allez, on y va pour cet épisode exceptionnel avec le président de la République française, François Hollande. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous allez bien ? J'essaye. Merci d'avoir accepté notre invitation pour les Sages. Est-ce que pour démarrer, je peux vous poser quelques questions sur votre enfance ? Bien sûr. Ok, très bien. Alors, j'ai lu en préparant cette interview que vous êtes originaire de Rouen. Je suis aussi originaire de Rouen. Vous avez un papa qui s'appelait Georges, qui était ORL, et d'une maman infirmière, Nicole. Et aussi, j'ai lu que vous avez fait un bref passage au FC Rouen. FC Rouen qui est en quart de finale de la Coupe de France et qui, j'espère, va se qualifier mercredi. Tout à fait. Et donc, vous avez joué au FC Rouen ? Oui. En minime, en cadet. Après, ma carrière s'est arrêtée. Ok. Et si je peux vous demander, comment s'est passée votre enfance, globalement ? Mon enfance était à l'époque à la campagne parce que mes parents avaient voulu acheter une ferme près de Rouen dans une commune qui est aujourd'hui totalement urbanisée mais qui à l'époque était une vraie campagne, Bois-Guillaume. Et on habitait rue Herbeuse, c'était tout un programme. Il y avait des vaches, il y avait des chevaux, il y avait des moutons, il y avait des poules. On allait chercher le lait, voilà, c'était une vie à la campagne. Même si la ville n'était pas loin, elle était à 5 ou 6 kilomètres. J'y allais, bien sûr, pour mon collège, mais j'ai vécu en rapport avec la nature. Je vois très bien, j'ai grandi aussi à Franguil-Saint-Pierre-Méniénard. Je sais pas si ça vous parle. La campagne me parle aussi. Après, j'ai noté dans mon interview, en préparant, que vous avez déménagé en banlieue parisienne. Vous passez votre bac avec une mention assez bien. Vous rentrez à Sciences Po Paris, puis à l'ENA, de 78 à 80. Et moi, la question qu'on s'est demandé, préparant cette interview, alors, une question, quand avez-vous compris pour la première fois que vous pourriez être président ? Ou est-ce qu'on le comprend vraiment ? Non, moi, je n'ai pas compris que j'allais devenir président. J'ai compris qu'est-ce que c'était qu'une élection présidentielle. D'accord. Puisque j'avais à peu près 10 ans quand j'ai, avec la télévision, découvert la première élection d'un président de la République au suffrage universel. Il y avait donc Charles de Gaulle, qui était le président sortant, et il y avait François Mitterrand, qui était son concurrent, son rival, même s'il avait peu de chance d'être élu, il avait quand même réussi à être en ballottage au deuxième tour. Et ça m'a captivé. J'ai trouvé que le fait même qu'il y ait, dans un pays comme le nôtre, c'était la première fois un grand débat démocratique, qu'à la télévision, qui était jusque-là très encadrée par le pouvoir politique, il puisse y avoir une parole qui pouvait être prononcée, y compris contre le général de Gaulle, ça m'a conduit à être curieux à l'égard de la politique. Comme quelques années après, il y a eu mai 68, ça m'a, à Rouen, j'étais tout à fait stupéfait de voir des manifestants, y compris mes enseignants qui étaient dans la rue et qui criaient des slogans. Je me suis mis à croire que la politique c'était important pour la vie et que ça pouvait avoir des conséquences, y compris d'arrêter totalement l'économie. Ça a été le cas en mai 68.
Et voilà pourquoi je me suis progressivement mis au service des idées que je cherchais, parce que je n'avais pas de conviction établie à ce moment-là. Mon père était plutôt de droite plutôt anti-gaulliste même. Ma mère était plutôt de gauche catho. Et donc cette confrontation était utile aussi pour chercher moi-même mon itinéraire. Ok. Donc des raisons de sens essentiellement. Ouais. Et Oui. est-ce que à un moment, parce que ce sens, quand on le met aussi au service de l'État, est-ce que à un moment, on a entre guillemets un plan de carrière où on se dit forcément, je vais passer par cette étape, puis celle-là, et peut-être qu'au bout, si question d'opportunité, de vie aussi, je pourrais arriver président de la République? Non, si j'étais resté à Rouen, puisque mes parents ont déménagé vers la région parisienne, si j'étais resté à Rouen, je n'aurais jamais fait Sciences Po. J'ignorais même l'existence de cette école, de cette institution. L'ENA, je n'avais jamais entendu parler de l'ENA. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être, moi, je fais des études de médecine ou comme mon père ou des études de droit. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait, mais sûrement pas le cursus qui a été le mien. Quand je suis arrivé donc à Paris, j'ai été rapidement délégué de classe dans mon lycée et il y a un parent d'élève qui m'a dit, bah, vous devriez regarder ce que c'est Sciences Po. Donc, il m'a donné un livret où il y avait les études de Sciences Po, et je me suis dit, oui, ça a l'air d'être en correspondance avec ce que j'ai comme passion. Et je me suis inscrit, j'ai été ensuite reçu, et ensuite à Sciences Po, j'ai compris qu'il y avait un concours pour l'ENA, et je l'ai préparé, et j'ai été reçu. Donc voilà, c'est quelquefois ce que on peut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est un mélange de volonté, un destin. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pense vraiment, quelle est ma passion, et de circonstances. Alors ça peut être quelquefois fâcheux quand il n'y a pas les rencontres qui sont nécessaires pour vous orienter, et quelquefois ça peut être presque miraculeux quand un professeur, un voisin, un parent vous dit mais vous pouvez vous aussi réussir si vous prenez le bon chemin. Et c'est la grande inégalité entre ceux qui connaissent le chemin et ceux qui cherchent et qui ne le trouvent jamais. Et parfois, il faut être patient. Oui, il faut être patient et c'est peut-être ce qui a manqué ces dernières années à beaucoup, et attendre sagement son tour, s'il vient. Merci beaucoup pour votre transparence sur ces questions. Ça vous va, je vais continuer à vous poser quelques questions sur le moment, du coup, donc là, je fais un bond en avant. Vous êtes élu président de la République en 2012 face à Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je me suis posé comme question en tant que jeune homme d'une trentaine d'années, et puis quand on prépare, on essaie d'interroger aussi des citoyens. On se demandait, quand vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi vos premières pensées? Parce que j'imagine que c'est quand même un moment particulier. Oui, c'est un moment qui n'est pas solennel. C'est-à-dire que j'ai appris que j'étais président de la République par un coup de téléphone. Des instituts de sondage qui confirment que la tendance des bureaux de vote tels que les bulletins sont dépouillés, va dans le sens de mon élection. C'est à 18h, c'est à peu près? 19 heures. Ok, et donc c'est très peu solennel. Un coup de téléphone oui. d'une personne qu'on connaît pas forcément. Alors, Et vous n'êtes pas sûr à ce temps-là? si, on est quasiment sûr. Donc, qu'est-ce que je fais pour être pleinement conscient que je suis président, même si au fond de moi-même, je sais que je le suis, d'autant plus que Nicolas Sarkozy m'a téléphoné puisqu'il avait les mêmes chiffres et il m'a félicité, et c'était une démarche tout à fait républicaine. À 20h, j'ai fait comme tous les Français. J'ai mis le poste de télévision et j'ai attendu que mon visage apparaisse. Pourquoi c'est le moment le plus solennel, cet instant de télévision? Parce que même si je connais l'information, ce qui compte, c'est pas de la connaître, c'est de savoir que toute la France va la connaître. C'est que ça va s'officialiser par l'énoncé au journal de 20 heures de mon élection. Alors qu'est-ce que, au-delà de la fierté, du bonheur après une campagne qui a été longue, de la responsabilité aussi qui arrive, qu'est-ce que j'ai ressenti? Tout ce qui maintenant m'attendait. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas se réjouir très longtemps d'un résultat qui était en plus attendu et prévu. Ce qui, moi, tout de suite est venu à mon esprit, c'est, voilà, il va y avoir quelques jours où un répit va m'être accordé, et puis finalement, tant le meilleur, c'est-à-dire celui où on est élu, on n'est pas en responsabilité, mais ensuite, tout ce qui m'attend, c'est une crise économique, elle était là, c'est la zone euro, la réalité. Ok. Et si je peux me permettre de revenir, donc vous êtes comme tous les Français, vous êtes devant la télé, et à ce moment-là, vous avez quand même une émotion. Je ne sais pas si vous versez une larme, mais même pour vos proches, vos équipes,
Oui, bien sûr, ils sont tous autour de moi. Je suis en Corrèze, à Tulle, dans mon bureau. Ils sont très joyeux, je le suis aussi. Mais la joie dure très, très peu. Parce qu'il y a la gravité qui Parce arrive. qu'il y a la gravité, oui, et puis l'exigence de devoir parler, de Oui. Vous devoir prenez la parole m'adresser aux quelques heures Français. après. Ben oui, donc c'est pas simplement pour dire merci, c'est pour déjà indiquer ce que je vais faire et ce que je donne comme sens à cette victoire. Et je sais que je vais être obligé et c'est ce que le pays attend, de faire 2 discours, l'un à Tulle où je suis et l'autre à Paris où on m'attend, à Bastille, et où il y a une fête qui pour moi précieuse, puisque c'est celle qui symbolise une victoire, mais qui est aussi le moment où je vais dire aux Français, voilà ce que je vais faire, voilà comment ça va se passer. Donc on rentre déjà dans une autre période, le candidat s'efface et c'est le président qui arrive. Alors, on se connaît très peu, Monsieur le Président. Moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans et j'assimile la fonction politique aussi finalement à de l'entrepreneuriat dans un sens. Et on sait que les entrepreneurs, c'est aussi des fois les montagnes russes. C'est pas facile à gérer. Alors vous, j'imagine que c'est encore un niveau au-dessus. Sans trahir de secret, moi, ce que je me demande, c'est comment, on parle beaucoup de santé mentale, mais comment vous faites pour tenir la pression? Parce que j'imagine que c'est aussi un stress. C'est peut-être pas beaucoup d'heures de dodo. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que ça a été dur parfois? Ça, c'est une question qu'on ne posait jamais il y a 20 ou 30 ans au président de la République. C'était jamais arrivé. Un journaliste disait au général de Gaulle, alors, pensez que vous avez du stress, alors qu'il avait lui-même fait l'appel du 18 juin, participé à la libération du pays. Et de la même manière, François Mitterrand, dont on savait quelques années qu'il était malade, même si on lui posait quelquefois la question, on n'allait jamais sur la question du mental, du stress. Et aujourd'hui, on la pose parce que beaucoup de nos compatriotes ont une forme de douleur ou de souffrance, de rapport à la réalité qui est quelquefois rude. Donc, je comprends donc tout à fait la question. Un président est entouré de médecins, ce qui est tout à fait nécessaire. Imaginons qu'il Et rassurant. ouais, pour lui Et et pour la pour le France. pays. Ouais. Imaginons qu'il a un malaise, il faut qu'il y ait des médecins. Il n'est pas entouré de psychologue, parce qu'on dirait quand même qu'est-ce que c'est qu'un président qui est obligé d'aller voir un psychologue pour prendre des décisions. Et pourtant, je ne serais pas du tout, moi, et l'expérience pouvant m'être utile, je ne serais pas du tout heurté à l'idée que président, mais ça peut valoir aussi pour un ministre ou des ministres qui sont dans des épreuves qui sont quelquefois difficiles. Nous, on a connu quand même le terrorisme islamiste qui nous a frappé, puisse s'entourer à certains moments d'un conseil et d'un soutien mental. Bien sûr, je comprends votre réponse. Ça peut participer aussi un peu à la désacralisation Oui. du rôle de président. Et en même temps, je pense que vous avez 2 rôles. Vous avez été président de la République et vous êtes aussi un homme. Oui. Et comme n'importe quel homme, moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu des sujets de santé mentaux. Et aujourd'hui, je suis accompagné par un psychiatre, un psychologue. Et c'est aussi pour ça que c'est bien que vous en parliez, c'est parce que il faut qu'on désacralise ce rapport à la médecine d'une manière générale. C'est normal de se faire soigner quand on a une douleur et de se faire ausculter pour éviter qu'il y ait risque demain. Et de la même manière sur le plan de la santé mentale, il faut accepter l'idée qu'il y a des chocs qui peuvent se produire, il y a des épreuves qui peuvent être traversées, qui peuvent laisser des traces, et donc qu'on soit entrepreneur, qu'on soit même salarié dans n'importe quelle entreprise, on a aussi besoin d'un accompagnement. L'accompagnement, c'est tout à fait nécessaire. Alors on dirait dans une entreprise pour être plus productif, pour des chercheurs, peut-être des entrepreneurs pour être encore plus créatifs, mais pour les présidents ou pour les responsables politiques, c'est la même chose. Bien sûr. J'imagine que dans votre mandat, une de vos fonctions, c'était de prendre des décisions. La prise de décision, c'est parfois pas facile, d'autant plus, j'imagine que à la différence, moi, je suis entrepreneur, je prends une décision qui a un impact sur mes salariés, finalement sur un petit écosystème. Vous prenez des décisions quand même qui ont un impact sur un gros écosystème. Est-ce que je peux vous demander les décisions, peut-être, mais sans les nommer, mais les décisions les plus dures ou celles qui a eu le plus de doutes, ou la décision la plus compliquée peut-être que vous avez eu à prendre?
C'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo, sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. C'est un cabinet d'avocats à taille humaine, dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Il est composé d'une équipe l'idée par Edouard et Marion, qui est issue de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait paraître bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, je peux vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent 1 heure de conseils juridiques avec le code LESSAGES, et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne. La décision la plus difficile, c'est d'envoyer des forces françaises sur un terrain extérieur au risque de la vie de soldats. Donc de décider finalement que par ma propre intervention, je vais bouleverser la vie de certaines familles de soldats. Quand j'ai décidé de faire à l'appel des chefs d'État de la région une opération extérieure au Mali, je me suis posé cette question-là. Pas très longtemps, parce qu'il fallait agir vite, mais quand même, je me la suis posée. Quelle va être la conséquence humaine de la décision que je prends ? C'est pas des décisions faciles à partir du moment où il y a de l'humain dans le jeu. Si vous me permettez de revenir sur un épisode qui malheureusement a marqué votre mandat, mais sur lequel je pense beaucoup de Français ont été assez unanimes pour dire votre action qui était une belle action et une belle gestion. Le 13 novembre 2015, qui est malheureusement une date gravée pour chaque Français. Vous excusez mon émotion, je reste un citoyen français. Ce qui m'intéresse de savoir, ce jour-là, en fait, c'est finalement, encore une fois, vous êtes président de la République, vous êtes regardé aux yeux du monde, aux yeux des Français, et en même temps, vous n'êtes qu'un homme, sans vouloir dégrader la fonction. Non, au contraire, ça l'anoblit. Un président reste un homme ou une femme, reste un être humain. La question qu'il a à régler, c'est de savoir ce qu'il va traduire par son expression. S'il est emporté par l'émotion, est-ce qu'il ne va pas donner l'impression qu'il est fragile et qu'il donc ne prendra pas la décision qui est attendue de fermeté, de réplique à ce qui nous arrive? Et si il est enfermé dans sa position de président et avec une forme d'insensibilité, de se dire mais ce chef de l'État ne comprend pas la douleur qui est celle de nombreuses familles de victimes et ne comprend pas la dureté de ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la peur. En fait, c'est la peur. Quand il se passe un événement comme celui-là, il y a à la fois la compassion à l'égard des victimes et la peur que ça puisse nous arriver. Donc, le chef de l'État, il doit trouver, sans avoir de plan de communication, il doit trouver les mots, les formes où il montre de l'autorité. C'est le mot qui convient, de l'autorité et de l'humanité. Autorité pour assurer les décisions qui sont difficiles et de l'humanité pour faire comprendre que nous sommes tous liés les uns les autres. S'il n'est que dans l'autorité, il va être loin. S'il est trop dans l'humanité, il va être trop proche. Donc on a besoin de cet alliage, de cette conjugaison, de ce mélange. Ce juste équilibre. Ouais. Ok. Est-ce que pour vous, c'est j'imagine, le moment peut-être le plus marquant? C'est la nuit, là, qui restera pour moi la nuit la plus noire de ma vie. Vous aviez pensé à ça quand vous projetez d'être président? Est-ce que j'imagine que on imagine des choses qui peuvent se passer. Est-ce que vous aviez imaginé vivre ce genre de choses? Oui, j'avais pensé que ce qui venait de se produire dans la campagne présidentielle, c'est-à-dire il y avait déjà eu des attentats à Montauban et à Toulouse par le même individu, pouvait se reproduire durant mon mandat. Je n'ai jamais cru à la thèse d'un loup solitaire qui, une fois qu'il aurait été neutralisé, n'aurait pas de complice ou de répétition. Mais je n'avais pas imaginé qu'on puisse être attaqué comme on l'a été, c'est-à-dire avec une équipe préparée, organisée, et avec cette espèce de volonté de nous frapper encore, et de tuer différemment dans des lieux qui étaient très, très distincts, un stade, les terrasses, les salles de spectacle. Oui, voilà. Donc, mais être président, c'est d'abord, bien sûr, faire ce que l'on a prévu de faire.
mais c'est être capable de gérer l'inattendu, l'inacceptable, donc forcément l'imprévisible. Bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander, pour terminer cet échange, de vous poser des questions d'ordre un peu plus personnel? Évidemment, vous avez le droit de me dire Joker, parce qu'on est dans l'intimité. Moi, j'aimerais bien comprendre aujourd'hui, par exemple, c'est les questions que je pose aussi à mes autres invités. On aime beaucoup, entre guillemets, parler des émotions, de la vie, de la société, etc. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vous faire pleurer? La détresse des enfants. Je pense que ce qui touche à l'enfance, pour moi, est inacceptable, intolérable. Donc voilà, ce qui peut me mettre en colère ou ce qui peut m'émouvoir, c'est un enfant qui est maltraité, ou un enfant qui est battu, ou un enfant qui est violé, un enfant qui est humilié, voire même un enfant qui est massacré. C'est toujours quelque chose que vous avez eu en vous. Alors, ça paraît évident, en effet, la cause de l'enfant, mais est-ce que c'est quelque chose... Oui, le fait d'avoir eu moi-même des enfants, maintenant même grand-père, ça me rend encore plus sensible. Mais oui, j'ai toujours, même quand j'étais enfant, je trouvais que il y a rien de pire que d'agresser un enfant puisqu'il est sans défense, puisqu'il est innocent, puisqu'il est incapable de pouvoir lui-même porter des coups. Ok, merci pour votre transparence. Une question qu'on aime bien poser aussi, j'allais dire si vous fermez les yeux, mais je vais peut-être pas vous demander ça, mais la chose la plus audacieuse que vous ayez fait dans votre vie? Être candidat à l'élection présidentielle. Au moment où je l'ai été, c'était sans doute regardé comme une audace. Puis après, ça s'oublie, mais au moment où on va se lancer, c'est vrai pour tout. Quand vous êtes chef d'entreprise, au moment où vous allez non pas simplement concevoir votre projet, mais faire les statuts de votre entreprise et puis vous lancer sur le marché, faut plonger, voilà. Faut y aller. Et au-delà de la politique, peut-être? Au-delà de la politique, oui, c'est audacieux, sports, c'est de s'engager avec son conjoint, c'est audacieux au départ. Tout à fait, c'est une prise de décision. Alors, vous êtes reconnu unanimement pour avoir un humour. D'où vient votre humour? Non, je cherche pas, moi, l'humour pour l'humour. Je ne sais pas raconter, par exemple, des histoires. J'aime pas le comique de moquerie ou de situation. L'humour, pour moi, c'est de l'esprit. C'est-à-dire, c'est de pouvoir sourire même dans des moments très graves, d'essayer de partager à travers un mot, un trait, une formule, une idée. L'humour, c'est des idées, c'est pas simplement comme ça une manière de fuir, parce qu'il y a aussi un humour qui est une façon d'échapper à la réalité. Ça peut être utile. Quand la réalité est trop violente, trop brutale, on a envie par un sourire ou un rire de s'envoler presque. Mais c'est un outil un peu plus doux pour faire passer des messages parfois. Oui, l'humour peut avoir plusieurs fonctions. Une fonction extrêmement incisive, c'est-à-dire une formule, un trait d'humour peut être plus éloquent encore qu'un discours, terrasser concurrent. Mais c'est aussi une douceur qu'on apporte aux autres. Et la condition de l'humour, c'est de commencer par soi-même. C'est-à-dire quand vous avez fait un peu d'autodérision, vous pouvez vous lancer dans des formules plus incisives pour les autres. Si vous me le permettez, sur le premier épisode des Sages, donc c'est un podcast que j'ai lancé il y a pas longtemps, j'ai accueilli une personne qui s'appelle Angélique Gérard. Oui. Alors, vous avez rencontré beaucoup de monde, mais Angélique Gérard, elle travaillait dans l'entreprise Free avec Xavier Niel. D'accord. Et elle avait fait un dîner avec vous. Et elle vous avait offert, sauf erreur de notre part, des caleçons le style français. Oui, très bien. Vous voulez savoir si je les ai toujours? Angélique m'a demandé. Oui, vous lui confirmerez, ce qui prouve qu'ils sont de bonne qualité. Parce qu'ils sont fabriqués en France. Oui, absolument. C'était le geste qu'elle voulait manifester. Je me souviens très bien de cette réunion à l'Élysée. Elle était un peu gênée parce que offrir un sous-vêtement au président de la République, ça va pas forcément de soi. Mais je confirme que les présidents de la République, jusqu'à être démentis, portent tous un sous-vêtement. Jusque-là, c'est logique. Alors, je sais pas comment on dit dans votre carrière après votre présidence, votre activité, qu'est-ce que vous faites de votre activité? Je dis souvent qu'un président qui n'est plus président, il n'a plus aucune obligation. Il est donc doté d'une totale liberté. Il y avait un article de la Constitution qui prévoyait qu'il pouvait siéger de droit au Conseil constitutionnel. Je n'ai pas pris cette option.
Donc, je fais ce que je pense être utile, c'est-à-dire je préside une fondation qui soutient des initiatives innovantes, des associations, de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je vais voir des lycéens, des étudiants, parce que je pense que c'est très important de transmettre l'expérience, exactement ce que nous faisons ici. Je me déplace donc partout en France. Et puis enfin, j'écris autant qu'il est possible, parfois des livres pour les jeunes, justement. Là, au mois de mars prochain, j'ai fait, comme je l'avais fait pour la République, pour l'État, un livre sur l'Europe à destination des jeunes et des moins jeunes. Ok. Pourquoi vous avez accepté ce podcast? Parce que vous m'avez croisé à Saint-Ouen et que vous m'avez dit que vous étiez un sage, donc je me suis reconnu dans votre démarche. Et puis parce que tout ce qui peut être justement cette transmission d'expérience, cet échange sur ce qui est un mystère pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'être président, comment on apprend que l'on est élu, qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir qui nous est dévolu, pourquoi on suscite à la fois autant d'espoir et parfois autant de déception. Qu'est-ce qui fait que à la fois la démocratie est ce qui nous lie les uns les autres, mais aussi ce qui peut-être peut à un moment se défaire devant nous. Donc moi je suis convaincu que la démocratie c'est notre bien le plus précieux. Donc il faut non pas aimer les représentants qu'on a élus, ou pas élus, mais il faut être au service d'une démocratie, parce que quand on voit tout autour de nous, la démocratie c'est quand même mieux que la dictature. Tout à fait. Pour rebondir sur vos propos, je vous remercie d'avoir dit que j'étais un sage. Je me considère pas comme, j'essaye d'accueillir des gens qui sont des sages. Ouais. Oui, c'est déjà sage de faire ça, même si c'est une audace d'aller les voir comme vous l'avez fait dans cette salle de restaurant, de dire est-ce que vous voudriez être aussi au micro pour parler de ce que vous avez fait. Je pense que oui, on a besoin de sagesse au sens non pas de nous dire bridez votre audace, soyez patient. Non, ça c'est une sagesse, je veux dire, qui peut être entendue, mais qui n'est pas celle que je privilégie. La sagesse, c'est de transmettre son expérience. C'est ça la sagesse. On peut avoir une expérience à 30 ans, on peut avoir une expérience même quand on est sportif encore beaucoup plus tôt. Et c'est ce qui va être utile aux autres, c'est d'apprendre, parce que les sages ont fait, à être nous-mêmes sages. Très bien, merci pour votre réponse. Et en effet, pour l'anecdote, au début, on avait créé en mettant une limite d'âge sur les sages. Et en fait, on a enlevé cette limite d'âge parce que être sage, il n'y a pas d'âge. Non. Il y a des gens qui sont... Même pour être pas sage, il n'y a pas d'âge. Tout à fait. Monsieur le Président, j'ai encore 2 questions à vous poser, si vous me le permettez. Déjà, dans votre mandat, je pense que tout le monde a salué la partie humaniste, et notamment le mariage pour tous. Et donc, pour ça, je voulais vous remercier. Et dans cette continuité-là, je me demandais si vous auriez aimé faire plus sur la planète et les animaux. Oui, sur la planète, j'ai fait en sorte qu'on puisse au moins réussir la COP 21, celle qui a permis à l'accord de Paris de rentrer dans un processus de limitation des émissions de CO2. Mais on a été peut-être encore insuffisamment audacieux, parce qu'il aurait fallu aller plus loin, et maintenant les informations dont on dispose montrent que le réchauffement s'est même accéléré. Mais voilà, ça c'est un acte qui restera non pas gravé dans mon mandat, mais gravé dans l'histoire de l'humanité. À un moment, le monde se retrouve, alors qu'il y a plein de conflits, il y a plein de divisions, pour au moins aller vers la lutte contre le réchauffement. Sur les animaux, oui, moi-même, j'ai un chien. On l'a croisé. Et voilà, j'ai toujours eu des animaux à la maison, et je suis sensible à ce qu'on appelle le bien-être animal, la condition animale. Et on a un rapport avec les animaux qui peut être soit des rapports d'appropriation, de domination, c'est pas forcément ça qu'on doit mettre, ou au contraire des rapports où l'animal crée un peu plus d'humanité, elle nous lie avec d'autres. Sûr. Donc l'animal, bien sûr, n'est pas un objet, hein, c'est un sujet, mais l'animal est aussi un élément de notre propre environnement. Sur la planète, si je peux me permettre de rebondir, parce que c'est, je pense, un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Je pense que la planète, on sait tous qu'il y a urgence. Je pense que c'est aussi l'affaire de tous. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais j'imagine avec le colibri. Donc c'est évidemment chacun à son niveau qui fait que. Et aussi l'action des dirigeants politiques. Moi, en tant que citoyen, je me demande, et je ne sais pas si vous pouvez nous donner des éléments de réponse, pourquoi ça n'avance pas plus vite sur ce sujet? Ça peut avancer plus vite à l'échelle nationale. Hein. Il tient que à nous tous, au gouvernement et bien sûr aux
Parlement d'accélérer le mouvement, ça tient aussi à ce qu'on peut faire soi-même. Puisque vous parliez de l'image du colibri, on peut se dire pourquoi moi-même je vais faire un effort si dans toute la planète il y a autant de relâchement. Avec ce raisonnement, on se perd. Donc il faut se dire que tout ce qu'on fait a valeur d'exemple. Et même si ça ne produit pas tout de suite, ça finira par créer le mouvement. Ensuite, à l'échelle mondiale, pourquoi ça n'avance pas plus vite? Parce qu'il y a des pays qui disent qu'ils n'ont pas eu leur part de développement, leur part de croissance, et qu'il n'y a pas de raison de les brimer, de les brider. Et en même temps, ils vont subir le réchauffement climatique aussi. Et c'est souvent ceux qui subissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer. Donc, il faut faire en sorte que les pays qui ont le plus prélevé de ressources, donc qui ont bien profité de cette prédation, puissent réparer et donc verser des financements aux pays qui vont faire la transition climatique beaucoup plus rapidement que nous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Longue vie. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute sur ce 5e épisode des Sages. J'espère que vous l'avez trouvé super intéressant. C'était un épisode, c'est vrai, un peu différent, un peu plus court, et c'était la première fois qu'on interrogeait un homme politique. Comme je vous le dis toujours, les Sages, c'est aussi une aventure entrepreneuriale qui débute pour moi. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi vos feedbacks, vos suggestions sur LinkedIn, Nicolas, Jeanne, JEA2NE. Elles sont super précieuses pour moi et pour l'équipe pour pouvoir progresser. Si vous avez aimé et appris grâce à l'épisode, il y a maintenant toujours 2 manières de nous remercier. La première, c'est la plus simple, c'est de vous abonner, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un avis. Ça nous permet de remonter dans les classements et que le podcast soit de plus en plus visible auprès d'un maximum de personnes. Et si vraiment vous voulez nous filer un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don de 2 € pour faire vivre ce podcast. Vous êtes sympa, vous êtes restés jusqu'au bout, et je vais donc vous partager le nom de nos prochains invités. Notre prochain invité, en 6e épisode, sera Catherine Barba, une femme exceptionnelle, aux 1000 vies, et qui a été l'une des personnes qui a participé à l'ouverture de la French Tech en France. En 7e épisode, nous recevrons Brigitte Gauthier, qui est la cofondatrice de L214, l'une des plus grosses associations françaises de lutte pour la condition animale. Merci à tous et à très vite.